Victory at all costs. Fear is vanishing. Jamais engañarán esta guerra. Y muchas madres en Cuba esperando todavía. Ce grand jeune homme vêtu d'une veste noire, c'est Fidel Castro. Il est devenu Fidel, un leader désigné par son seul prénom depuis sa prise du pouvoir à Cuba, les armes à la main. Sa barbe, son uniforme, composent une image universelle, celle d'un dirigeant socialiste à part, rebelle, séducteur et tenace, puisqu'il est resté commandant en chef dans le naufrage de sa propre révolution. Fidel a inventé l'art de faire de la politique vêtu comme un soldat, d'annoncer des épreuves de force, de se préparer sans cesse à combattre pour le faire, le plus souvent par la parole. À force de conviction, à partir de sa petite île de sucre et de mambo, ce surdoué de la démesure est parvenu à s'installer sur la scène mondiale dans l'affrontement des superpuissances. Fidel affirme être né en 1926. Les historiens déclarent que c'est en 1927. La province d'Orient, dans l'est de Cuba, est alors une terre de pionniers. On y défriche pour cultiver la canne à sucre et pour tailler les pâturages pour les troupeaux. Le père de Fidel, Ángel Castro, est un immigré espagnol. Il règne sur 8 enfants et 4000 hectares, où il fait vivre 500 familles. La mère de Fidel, Alina, est une servante. Son père l'a épousée après qu'elle lui ait donné 5 enfants, dont Fidel. Les Castro constituent une tribu austère menée par un patriarche galicien, un homme au pouvoir absolu, dur au travail et très éloigné de la rumba dansée dans l'île. Fidel Castro n'a jamais vu fonctionner un système démocratique. Son enfance s'est déroulée sur un fond de dictature défendu par des militaires, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, le sergent Fulgencio Batista, dit le beau mulâtre, mène une rébellion contre le dictateur Gerardo Machado. La Havane fêtera follement la victoire de ses mutins sur un pouvoir civil détesté. Il aura suffi à Batista de se montrer déterminé pour que le dictateur s'enfuit et que la rue s'enthousiasme. D'abord flanqué d'un président, Batista devient en quelques mois colonel, puis président lui-même. Le pouvoir des armes lui a donné le pouvoir civil. Fidel est alors un bon élève indiscipliné des frères maristes, où il entre comme interne dès l'âge de 5 ans à Santiago de Cuba. Dans cet énorme bourg, un peu frustre, où convergent propriétaires enrichis et travailleurs noirs en mal d'embauche, il vit une dizaine d'années avant de finir ses études secondaires à La Havane, au collège de Belén tenu par les jésuites. L'adolescent fait là ses premières lectures politiques, influencé par le franquisme espagnol. Surtout, il découvre une vraie ville, une capitale lourde de monuments et de richesses, une métropole où le poids de l'histoire se fond avec l'image de l'autorité. Fidel fait son droit. À Cuba, le pouvoir semble alors à saisir. Batista est à son tour un dictateur contesté. À l'université, la haute silhouette de Fidel Castro émerge au sein des manifestations. Le grand leader universitaire, c'est José Antonio Echeverría, dit la petite pomme. Dénoncer la corruption de la classe politique cubaine est son thème favori. Fidel aime lui faire écho, mais préfère suivre le parti orthodoxe, une formation libérale. Le chef de ce parti s'appelle Eddie Chibas. Pour tous, il n'existe qu'une référence,
la guerre d'indépendance contre les Espagnols à la fin du 19e siècle. Le poète José Martí, tué au combat en 1895, est le modèle. Lutter pour lui se résume à une alternative, la patrie ou la mort. Fidel est alors un nationaliste qui ignore les problèmes sociaux. Un juriste attiré par les jeunes filles de la bourgeoisie, vêtues à la façon des Américaines. Il se fiance à la fille de Rafael Diaz-Balart, un avocat de Batista. Elle ressemble à ces Cubaines à la peau blanche qui trouvent leur halle sur des rivages de cocotiers. Pour son voyage de noces, Fidel emmène Mirta aux États-Unis avec de l'argent donné par son beau-père et même, dit-on, par Batista. Un garçon naîtra bientôt, Fidelito. Le chef de son parti, Eddie Chibas, se suicide en direct à la radio pour se laver du déshonneur d'une accusation mensongère. Fidel en est bouleversé. Il croit qu'un destin politique implique un sacrifice. Il se le rappelle quand Batista fait un putsch militaire. En tant qu'avocat, il dénonce en vain cette action qui lui interdit de se présenter aux élections au Parlement. Batista a suspendu la tenue du scrutin du printemps 1952. Il est désormais un dictateur que Fidel veut renverser par les armes. Un chef de gouvernement illégal et appuyé par les États-Unis. Il y a tant d'intérêts américains à Cuba que Washington préfère sauver les dollars plutôt que la démocratie. Les touristes venus des États-Unis se bousculent à La Havane. Plus que jamais, la ville est la sulfureuse capitale des plaisirs de la nuit. La fête, le carnaval, sont les mauvais habits d'un régime en équilibre sur la force et la corruption. Dans ses réceptions, Batista mélange avec faste l'aristocratie cubaine et des notables américains en visite, tels Richard Nixon, un sénateur qui sera bientôt vice-président. La rue offre un autre visage, avec des manifestations étudiantes, souvent proches de l'émeute, et un rituel d'affrontement autour de l'université de La Havane, où la police nationale, au terme de la loi, ne peut pas pénétrer. Echeverria, la petite pomme, a créé un directoire révolutionnaire qui combat en première ligne jusqu'à la mort de son leader en 1957, les armes à la main, lors d'un assaut contre le palais de Batista. Fidel attend moins longtemps pour user des armes. Il a 26 ans et une froideur aveugle l'habite quand il mène une centaine de ses partisans à l'assaut de la Moncada, une caserne de Santiago de Cuba. L'épisode est bref. On relève 21 morts, 32 blessés. Mal préparé, mal dirigé, l'attaque échoue, mais sa détermination violente impressionne les Cubains. La plupart des assaillants sont arrêtés, beaucoup sont aussitôt abattus. Castro, lui, survit et connaît la notoriété. Son groupe prend le nom de Mouvement du 26 juillet. Il est condamné à la plus forte sentence prononcée pour insurrection à Cuba, 15 années de détention. Moins de 2 ans plus tard, gracié, il quitte pourtant la prison avec des compagnons de lutte, son petit frère Raúl et un noir, Juan Almeida. Batista a été clément envers un opposant jugé peu important. Mais Fidel a mûri en prison. Il a divorcé, il a lu des romanciers classiques, Victor Hugo, Dostoïevski, Romain Rolland. Il a découvert l'histoire napoléonienne et des textes marxistes. Il a réécrit la plaidoirie prononcée à son procès pour en faire son premier manifeste. Son titre est emprunté à Hitler, « L'histoire m'absoudra ». Fidel Castro reste un disciple d'Eddie Chibas, mais il rêve de violence pour renverser Batista. Il ne supporte plus d'être hébergé par ses frères et sœurs, ni de retrouver les conversations mesurées de ses ex-compagnons d'université. La belle Havane, le terrain de jeu politique de ses années d'étudiant,
ne peut pas se transformer en champ de bataille. 53 jours après sa sortie de prison, il part en exil à Mexico pour préparer sa guerre. C'est dès lors une vie de conspiration, d'entraînement secret. Il se cache. Le mouvement du 26 juillet recrute un médecin argentin, un jeune père, Che Guevara. Fidel Castro se rend plusieurs fois aux États-Unis. Il demande aux exilés cubains à New York et en Floride de l'appuyer et surtout de lui donner de l'argent contre une promesse qu'il tient. Débarquer à Cuba avec une troupe armée avant 1957. C'est le début d'une guérilla devenue mythique que reconstituent ces images tournées par des soviétiques au début des années 60 pour un film de propagande au titre révélateur, Un continent en flammes. Cette longue marche, 2 années et près de 1000 km, commence dans l'anonymat. Les manifestations et les attentats du directoire révolutionnaire sont bien plus remarqués. Ils occupent la rue à Santiago de Cuba et à La Havane. D'autant que la troupe menée par Fidel et ici Raúl Castro se cache dans une forêt tropicale, la Sierra Maestra, dans l'est de l'île. Avant de combattre contre les militaires, Fidel doit apprendre à vivre une vie de bivouac. C'est une vie d'errance, d'un campement à l'autre. Il renforce son autorité, son emprise un peu magnétique sur ses compagnons par un mélange d'optimisme indéfectible, de persuasion et encore plus d'enthousiasme. Il vit le moment le plus heureux de son existence. Il s'appuie sur 2 personnes, Che Guevara. L'Argentin se révèle un soldat résolu. Il y a aussi une nouvelle venue de 29 ans, au teint d'olive et aux yeux sombres, Celia Sanchez, ici en compagnie d'Aide Santamaria, la seule autre femme qui compte dans la guérilla. Celia est un temps la maîtresse de Fidel, puis elle devient sa confidente, son ange gardien, sa secrétaire intime. Elle ne le quittera jamais. Elle organise, elle humanise son poste de commandement. Fidel poursuit les lectures entamées en prison. La guérilla est sa véritable université. Le style de Fidel, cette spontanéité brutale du guérillero barbu, chaussant des lunettes à monture épaisse pour lire et tirer au fusil, a été dévoilé une fois pour toutes par le New York Times. Herbert Matthews, un reporter reçu par les guérilleros, a révélé le premier qu'il ne fallait rien croire des communiqués de Batista annonçant la mort de Fidel lors du débarquement. Au contraire, Fidel et sa guérilla se portent bien. Durant toute l'année 1957, les combats sont plus rares que les travaux domestiques. Il faut vivre le mieux possible. Aider les familles des pionniers installés dans la montagne. Enseigner à leurs enfants. Améliorer l'approvisionnement. Se préparer à combattre. La création de Radio Rebelle, au printemps 1958, diffuse sur les ondes jusqu'au Venezuela la volonté de toute la troupe de renverser la tyrannie par les armes. Batista doit relever ce défi de guérilleros, si bien installés sur leur territoire libéré, qu'ils suivent le baseball à la télévision dans des bases visitées par la presse du monde entier. L'offensive des troupes de Batista durant l'été 1958 n'en tourne pas moins à la déroute. Fidel connaît le terrain. Il choisit le lieu des combats et ne les accepte que lorsqu'il est certain de l'emporter. Il a l'appui des paysans qui sont devenus ses voisins. Il a des chefs expérimentés, Camilo Cienfuegos avec son chapeau de ranger, Che, son frère Raúl, qui serre ici la main de Robert Vicha, responsable de la CIA dans l'île. Preuve que les États-Unis ne croient plus en Batista. La fuite en exil de Batista prend pourtant Fidel par surprise. Il met 8 jours pour venir à La Havane depuis l'autre bout de l'île afin de se saisir d'un pouvoir tombé sans combattre. Procession lente, triomphale, d'une troupe de guérilleros barbus. Ce serait une parade de machos un peu ridicule
s'il n'y avait le charisme et la beauté inaccessibles de leur chef. À 32 ans, c'est l'apothéose de Fidel. Il n'avait jamais pu remporter une élection du syndicat étudiant à l'université de La Havane. On y promène aujourd'hui la bannière du mouvement du 26 juillet. Autant que son accession précoce au pouvoir, c'est sa manière de se jeter dans l'arène politique qui lui confère instantanément une célébrité mondiale. Fidel Castro a fait de la guérilla une stratégie de conquête du pouvoir. 1 million de personnes accueillent le leader Máximo dans les rues de la capitale cubaine. Fidel navigue sur un océan d'admiration, d'amour aveugle. Le plus intense reste pourtant à venir, le soir même. Cuba compte 365 000 postes de télévision pour 7 millions d'habitants. Fidel prend la parole. Il ne la lâchera plus durant plusieurs décennies et les Cubains découvrent un orateur hors pair. Sa rhétorique simple, classique, est d'autant plus irrésistible que ce soir-là, miraculeusement, des colombes se posent sur lui. C'est le signe, dans les rites afro-cubains, qu'il est désigné par les dieux. Pour une population de toutes couleurs, Fidel devient à la fois le Père Noël et Jésus-Christ. Il est surtout un héros insaisissable. Partout et nulle part dans une capitale où il se transforme en un Premier ministre nanti de plusieurs résidences, mais sans bureau ni agenda. Ses collaborateurs traitent avec lui à l'impromptu, toujours très vite, car dès qu'il a parlé, ce virtuose de l'art du désordre est déjà reparti. De l'extérieur, ces résidences, comme celle-ci, ne se révèlent que par la présence de sentinelles. De l'intérieur, elles laissent deviner la bohème d'un vieil adolescent, le désordre de ses amours, ses horaires impossibles. À l'évidence, Fidel vit dans la nostalgie de ses errances, du temps de la guérilla. Fidelito, son fils qu'il voit peu, constitue sa seule famille officielle. Sa famille politique, c'est le peuple cubain. Il est un père sévère. Il demande dès son arrivée à La Havane l'épuration des partisans de Batista. Arrestation, dénonciation. Les prisons se remplissent. On procède à la création de tribunaux révolutionnaires. La peine de mort est rétablie. Les procès politiques divisent les familles de l'intérieur. Les enfants accusent, dénoncent des crimes commis par des proches au nom de l'ancien régime. Les audiences sont des meetings où le public demande toujours l'envoi de l'accusé au poteau d'exécution. Spectacle de haine et de peur, d'une épuration à marche forcée. Près de 600 condamnés à mort sont exécutés en moins de 2 ans. L'université de La Havane perd son autonomie. Une immense publicité installée à son entrée annonce qu'elle est aux ordres du commandant en chef. Mais le commandant en chef, lui, semble aux ordres du peuple, avec une faconde chaleureuse qui assure les sympathies. Quand il s'adonne au baseball, comme tous les Cubains, il n'est qu'un père en mal de transmettre la passion nationale à son fils. C'est pourtant un révolutionnaire qui n'oublie pas ses origines rurales, puisqu'il commence sa révolution par la réforme agraire. Interdiction des exploitations de plus de 400 hectares.
redistribution de 40% des surfaces cultivées, création de coopératives. Fidel préside un gigantesque institut national de la réforme agraire chargé de transformer les conditions de vie à la campagne. La machette du paysan devient un symbole aussi révolutionnaire que le fusil du guérillero. L'expropriation des grands domaines possédés par des étrangers inquiète les États-Unis, d'autant plus que Fidel est un hôte empressé auprès d'un vice-premier ministre inattendu. Anastase Mikoyan est le premier soviétique venu en visite officielle à La Havane. Il regarde tout, écoute, parle peu et assure quand même qu'il reviendra. Il a l'ironie de rendre visite à l'Américain le plus connu de l'île, l'écrivain Ernest Hemingway. Un Cubain de cœur qui reçut le prix Nobel de littérature pour le portrait d'un pêcheur, Le vieil homme et la mer. Quand Fidel le rencontre, ce sera la seule fois, Hemingway est des deux le plus vieil habitant de La Havane. Il y est établi depuis 18 ans. Fidel, lui, n'est pas porté vers l'Amérique, mais il sait que dans la mer des Caraïbes, le courant du Gulf Stream, le plus puissant, emmène tout vers les États-Unis. C'est un insulaire, méfiant envers le continent. Il saisit l'explosion d'un bateau de munitions, le Coubre, dans le port de La Havane pour accuser au milieu de la confusion générale les services américains de harceler la révolution. Dans un moment d'émotion, les Cubains possèdent une capacité d'écoute qui les porte à se rassembler. Fidel maîtrise cela naturellement. Les obsèques des victimes l'installent donc dans le rôle qu'il ne délaissera plus, celui de chef d'une révolution souffrante, menacée. Désormais, il conclut ses discours sur l'alternative de José Martí, la patrie ou la mort, ce qui pour lui veut dire Cuba ou les États-Unis. L'escalade se fait sur le terrain économique. Été 1960. Castro nationalise les installations des compagnies pétrolières américaines. Puis les salles de cinéma. Et enfin les succursales des banques des États-Unis acquises d'un trait de plume. De son côté, le président Eisenhower bloque les exportations vers Cuba, puis interdit l'achat du sucre vite enlevé par des bateaux soviétiques. Il décrète enfin un embargo commercial complet. L'affrontement est assez net pour que Fidel, entouré des dirigeants de la Révolution, dénonce devant une foule immense le traité d'assistance mutuelle liant Cuba et les États-Unis. Il le remplace par une déclaration de La Havane, un texte anti-américain qui rejette capitalisme et impérialisme et énonce le devoir pour tout État d'être solidaire des plus défavorisés. Voilà pour la théorie de ce qui est déjà le castrisme. La pratique vient quelques jours plus tard, lors d'un voyage à New York pour la session des Nations Unies. Fidel change d'abord d'hôtel. Il passe avec éclat d'un palace à un établissement modeste de Harlem pour que la presse sache bien dans quel camp il vit. Deuxième acte, il dîne avec le personnel et demande que l'on mette tout sur sa note. Il a fait venir d'urgence Juan Almeida, seul dirigeant cubain noir d'importance, afin de l'asseoir à sa gauche. Voilà pour la leçon de solidarité. Les rencontres enthousiastes avec le leader soviétique Nikita Khrouchtchev assurent la dimension anticapitaliste du voyage. Impossible d'ignorer les deux hommes. Il a fallu 258 policiers new-yorkais pour protéger l'étreinte qu'ils échangent dans la rue. Quant à l'anti-impérialisme, c'est l'objet du plus long discours prononcé devant les Nations Unies. 4 heures 26 minutes d'imprécation contre l'exploitation des pauvres et de réquisitoire contre les États-Unis.
C'est une révélation pour les délégués du tiers-monde, où 17 États ont accédé à l'indépendance depuis un an. Fidel est le héros naturel du temps de la décolonisation. Sa posture de défi séduit à l'identique des paysans cubains, des diplomates africains ou des intellectuels new-yorkais menés ici par le poète Allen Ginsberg. Les États-Unis ayant saisi son avion, il parade au retour sous l'œil de Celia Sanchez dans un appareil prêté par l'Union soviétique. Il sait qu'il vient de réaliser en 10 jours un inégalable numéro de propagande. Mais il ignore que pendant 30 ans, il ne reverra que 2 fois le monde occidental, le temps d'un autre discours à l'ONU et d'une escale technique en Espagne. Fidel s'enferme dans sa révolution. La CIA, malgré 8 tentatives d'attentat, ne peut l'atteindre. Il vit dans une société qui lui ressemble tout à fait, à l'image de la Havane, devenue une métropole à la fois civile et militaire, souriante et pourtant armée, toujours mobilisée. Avec la santé gratuite pour tous, la lutte contre l'analphabétisme devient une sorte de guerre. Quiconque sait écrire est diplômé par la Révolution. Fidel ne cesse de répéter que savoir lire est un droit fondamental de l'homme et donc un devoir de la Révolution. Il s'exaspère de constater que cela permet à chacun de lire les tracts lâchés par les avions de ses opposants exilés aux États-Unis. Mais très vite, on passe au bombardement. Puis aux attaques, aux mini-débarquements, aux raids terroristes appuyés par les services secrets américains. Fidel n'a pas défié les États-Unis en vain. Un affrontement se prépare où Cuba devra manier la fronde de David contre Goliath. Quand enfin, le 17 avril, se produit le débarquement d'une force d'anticastristes appuyée par les États-Unis, Fidel commence la guerre à l'intérieur. Il proclame le caractère socialiste de sa révolution et fait arrêter des dizaines de milliers de Cubains tenus pour adversaires du régime. Quant à l'autre guerre, sur les plages de la baie des Cochons, dans une zone déserte de la côte sud, elle est gagnée en 2 jours. Mal renseignée, la CIA a choisi l'un des pires endroits pour débarquer, un fouillis de marais au sol peu solide. Et la mobilisation populaire des défenseurs a été sous-estimée. Fidel tire lui-même à partir d'un char sur les bateaux des envahisseurs. Triomphe total et personnalisé. Il interroge à la télévision quelques-uns de ses 1189 prisonniers. La Havane est devenue une citadelle que les États-Unis ne peuvent plus que guetter par-delà le détroit de Floride. Mais en autorisant l'année suivante l'installation à Cuba de fusées soviétiques à tête nucléaire, Fidel reprend la partie. Et les enjeux cette fois le dépassent. Le président John Kennedy ne peut pas accepter que les Russes, pauvres en fusées intercontinentales, utilisent une base à 150 km des côtes américaines pour y installer des missiles à moyenne portée. Quand des photographies aériennes démontrent la présence de ces engins à Cuba, Washington exige leur retrait le 22 octobre 1962 et installe un blocus militaire autour de l'île. C'est la première crise nucléaire, la seule vraie crise où les 2 dirigeants de l'époque auront le doigt sur le bouton déclenchant la guerre atomique. La guerre froide devient brûlante. Cuba est au centre de la cible. On s'y prépare à une attaque américaine et Fidel est plus résolu que jamais. Serenamente, que estamos dispuestos a morir en nuestros puestos. Pero lo que no sabemos
es si el gobierno de los Estados Unidos, si los generales del Pentágono, si esos senadores que proclaman la guerra contra nuestra patria están también dispuestos a morir. Patria o muerte, venceremos. Fidel accepte même le risque d'une attaque nucléaire américaine sur Cuba, comme en témoigne sa correspondance avec le leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Mais les soviétiques cèdent. Ils évacuent leurs fusées sous l'œil des observateurs des Nations Unies que Fidel n'a pas laissé entrer dans l'île. Il est furieux de la reculade de ses partenaires qui ont plié sans le consulter. Il se sent désarmé malgré lui, mais reste agressif. No se piense que la retirada de las armas estratégicas nos desarma. Son humiliation est immense. Il a eu la naïveté d'oublier que Cuba n'est qu'un pion dans la partie des deux super grands. Lui qui a voulu faire l'histoire se sent trop grand pour son île. Durant des mois, il parle de quitter le pouvoir. Les dirigeants soviétiques l'invitent à découvrir l'Europe, leur Europe. Ils ont de la peine à réchauffer l'enthousiasme de ce leader des tropiques. Fidel refuse de se laisser mener comme ils le veulent. Il lui faut plus que la familiarité de Brejnev et Khrouchtchev le jetant dans la neige. Le commandant en chef partage les jeux de la famille socialiste, mais il a surtout besoin de ses ressources. Ayant rejeté le capitalisme, Fidel doit rebâtir une économie à Cuba. Son ministre de l'Industrie et président de la Banque nationale de Cuba est Che Guevara. Il a été nommé par accident. Fidel, dans une réunion, avait demandé un économiste. Croyant entendre un communiste, l'Argentin a levé la main. La production industrielle et sucrière profite donc de la compétence d'un guerriero. Le leader Maximo organise le pays comme un campement de guérilla. Le travail se fait à coup de mobilisation de la population. Les Cubains, groupés en brigades, participent à ce que le pouvoir appelle des campagnes. Reforestation, déforestation, moisson. Fidel se charge de l'émulation. Le Che, lui, propose à long terme la suppression de l'argent. Mais il faut décréter le change obligatoire des dollars, faute de ressources, et créer un système d'épargne des pesos surabondants, faute de produits à vendre. Il faut aussi créer des carnets de rationnement dans cette économie socialiste en chute libre. Fidel, qui a placé son entrée triomphale à La Havane au berceau des billets décorés du portrait de José Martí, n'a malgré tout aucun doute sur la voie à suivre. Et il est certain de la réponse qu'il obtiendra en demandant aux représentants de toutes les provinces comment baptiser le seul parti qui sera autorisé dans l'île. ¿Cuál es, compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba.
Devenu communiste, Cuba garde pour héros le Che, reparti à l'étranger afin d'exporter la révolution. Fidel, lui, vit littéralement dans les champs. Il devient un leader lancé à la poursuite des rendements agricoles. Ses expériences échouent, mais elles sont originales. Il tente la culture des fraises sous les tropiques, de la vigne sur sol argileux, du riz dans l'eau saumâtre ou du café au soleil. Les taureaux de ces croisements sont stériles et ces vaches, élevées avec la tête à l'air conditionné, ne donne pas le lait qu'il espère. Quant au mariage du zébu et de la vache Holstein, c'est un animal baptisé Formule 1 et qui d'emblée est une espèce en voie de disparition. Les soviétiques, tels le Premier ministre Alexeï Kosygin, dans une plantation de canne à sucre, affectent d'ignorer ces subtilités de l'agriculture tropicale et castriste. Ils s'arrangent de ce partenaire d'un type nouveau. Ils payent pour toutes ces erreurs. Ils s'y retrouveront, croit-il, même si Fidel n'est pas un client très loyal. Nosotros no pretendemos ser los más perfectos intérpretes de las ideas marxistas, leninistas. Pero lo que sí nosotros tenemos nuestra forma de interpretar esas ideas. Fidel, ici avec la fille du Che, reçoit pourtant une amère leçon de l'histoire en apprenant la mort du séduisant guérillero argentin. Che a été tué alors qu'il voulait répéter l'expérience de la guérilla cubaine en Bolivie. Cette disparition de l'enfant de la bourgeoisie argentine, venu libérer une île des Caraïbes et y laisser ses propres enfants avant d'aller mourir dans les Andes, sonne le glas d'une intrépidité, d'une innocence hardie à qui tout réussissait. La Révolution découvre que le vieux monde peut plier sans rompre. Désormais, Fidel se hâte sur le chemin classique du communisme. Il fait fermer 55 000 petits commerces. C'est une prodigieuse vie nocturne et musicale, une atmosphère de petits bars, de cafés à toute heure et de propos d'après-boire qui s'arrêtent dans une sorte de couvre-feu du quotidien étendu aux merceries, aux quincailleries. La vie cubaine s'assombrit. Fidel, lui-même, se noie dans un discours sur l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. En tant que leader d'un État vivant sous la menace des États-Unis, il devrait être solidaire d'un petit pays envahi par un grand, au moment de parler devant ses vieux compagnons de la guérilla. Mais peut-il indisposer la puissance qui finance son économie? Il ne l'ose pas, et sa nervosité est celle d'un homme pris au piège de ses alliances, d'un homme tenu par le camp qu'il a choisi. Nosotros aceptamos la amarga necesidad que exigió el envío de esas fuerzas a Checoslovaquia. Nosotros no condenamos a los países socialistas que tomaron esa decisión. Pour retrouver sa liberté, pour, dit-il, ouvrir la porte du crédit, il invite alors Cuba à l'impossible poursuite de la plus grande récolte de sucre de son histoire. Les entreprises, les écoles, l'université, l'armée sont mobilisés comme Fidel dans une bataille visant l'objectif de 10 millions de tonnes. À la télévision, le leader Maximo joue le chef d'état-major. Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Bueno. En 1970, Cuba produit seulement 8,5 millions de tonnes de sucre. La récolte est un échec. Elle laisse une économie en plein chaos, ruinée. Fidel est à la merci de l'aide des pays de l'Est. À partir de 1972, son uniforme de commandant en chef figure régulièrement parmi les complets gris des hommes des appareils socialistes.
Cuba devient membre du Comecom. Castro cultive sa différence, mais ses voyages le voient toujours jouer le même rôle. Après l'Est allemand Honecker qui envoie le beurre à Cuba, c'est avec le Tchèque Husak qui fournit les moteurs électriques, avec le Roumain Ceausescu, spécialiste en camions pour tout le camp socialiste, ou encore avec le Hongrois Kadar, qui s'occupe des petits équipements. Il s'acharne parfois à montrer qu'il est capable d'endosser un uniforme d'étudiant polonais ou de jouer au basket à Katowice. Il feint de se passionner pour des monte-charges ou des tracteurs bulgares avant de recevoir une médaille de plus. Il n'en est pas moins contraint au même couronnement que les autres chez lui à Cuba, en recevant l'étreinte de Léonid Brejnev, premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. C'est le premier voyage d'un leader soviétique en Amérique latine, et Brejnev a choisi Cuba. En 15 ans, Fidel est passé du statut de révolté à celui d'apparatchik dans l'Empire communiste. Le Kremlin lui laisse un domaine en propre, l'Afrique. Les troupes spéciales, sa meilleure unité, ont amorcé dès 1975 une intervention en Angola socialiste pour soutenir le président Agostinho Neto qui fait face à des maquis d'opposants appuyés par l'Afrique du Sud. C'est une expédition lourde, une campagne militaire appelée à durer et qui déploiera sur le terrain jusqu'à 50 000 soldats cubains à la fois. Castro est l'allié de Neto. Vamos a combatir muy seriamente contra los fascistas, racistas, mercenarios surafricanos. Au total, 3% de la population adulte de Cuba ira en mission en Angola durant 13 années d'une guerre voulue par Fidel, qui ne veut pas être le mercenaire de qui que ce soit. Una decisión de esa naturaleza solo podía tomarla nuestro propio partido. L'entrée en guerre coïncide avec le premier congrès du Parti communiste. Mais là, Fidel compte plutôt sur les anciens combattants. ¿Cómo no recordar en este minuto a los hombres extraordinarios que nos acompañaron en esta lucha y hoy no se encuentran físicamente presentes en este congreso? Abel Santamaría, Juan Manuel Márquez, Nico López, Fran País, José Antonio Echeverría, Che, Camilo, Lázaro Peña y tantos dignos constructores del presente de la patria. Fidel serait un leader non aligné du Sud si l'Union soviétique ne lui imposait pas, une fois encore, en décembre 1979, d'approuver une intervention. Cette fois, c'est l'Afghanistan. Tout juste élu président des pays non alignés, Fidel, une fois encore, s'exécute. Un autre drame intime survient aussitôt. La mort de Celia Sanchez à la suite d'un cancer. La perte de la complice, de la seule personne capable de dominer ses colères, le dévaste. Sans elle, sans cette compagne le protégeant de lui-même, Fidel avance sur ce qu'il appelle une mer de difficultés. Il a 54 ans. Il se marie une seconde fois avec une blonde aux yeux verts qu'il tiendra cachée, Delia Soto del Valle. Elle lui donne 3 enfants. Il vit soit chez elle, soit dans un studio voisin de son bureau du Palais de la Révolution. C'est de là qu'il gère la crise née en 1980 avec l'irruption de quelques opposants dans une ambassade. Elle se termine par le départ de 125 000 Cubains vers la Floride. Cuba cesse de payer ses dettes en 1982 faute de devises. Tout le pays entre dans la crise économique du camp socialiste.
Sur l'île caribéenne de Grenade, les Américains débarquent pour mettre un terme à une révolution. Parmi les soldats cubains stationnés là, on compte 24 morts et plus de 700 prisonniers. L'épisode survient quelques heures après l'assassinat du leader Maurice Bishop, devenu une sorte de fils spirituel de Fidel. La défaite militaire était inévitable. Mais c'est la première subie par Fidel. Dans les sommets du camp socialiste, il apparaît désormais comme un vieux dirigeant confronté comme ses collègues à l'arrivée d'un Benjamin inquiétant et innovateur, Mikhaïl Gorbatchev. Le courant passe mal entre le théoricien de la perestroïka et l'ex-guerriero attaché à l'ordre d'un monde où il vit au pouvoir depuis près de 30 ans. La signature à La Havane d'un dérisoire traité liant pour un quart de siècle Cuba et l'Union soviétique précède de quelques mois la chute du mur de Berlin. Fidel mène lui-même les obsèques du camp socialiste, de ce camp où il a choisi de se ranger face aux États-Unis. Se viene a sumar ahora la crisis surgida en el campo socialista, de la que solo podemos esperar consecuencias negativas en el terreno económico para nuestro país. Pour Cuba, cette dégringolade des pays de l'Est a pourtant moins compté qu'un procès public contre plusieurs officiers durant l'été 1989. Le principal accusé en est le général qui vient de gagner la guerre d'Angola, l'officier le plus prestigieux du pays, Arnaldo Ochoa Sanchez, héros de la patrie. Il est expulsé de l'armée et jugé en compagnie d'officiers du ministère de l'Intérieur. Accusation officielle, trafic de drogue entre Cuba et les États-Unis. Soupçon, ce procès masque mal le fait que les autorités de La Havane connaissaient l'existence d'un trafic de drogue au sein des services secrets cubains et en tiraient profit. Le colonel Tony de la Guardia, chargé des missions spéciales de Fidel et des négociations secrètes avec les États-Unis, est parmi les accusés, avec son frère jumeau, Patricio. Le procès s'accompagne de purges qui éliminent 14 ministres, vice-ministres et présidents d'entreprises nationales. 5% du comité central du Parti communiste est expulsé. Avant d'aller se reposer à l'hôpital, Fidel annonce que pour la première fois, sa révolution éliminera des hommes qui n'ont pas porté les armes contre elle. Por los delitos de actos hostiles contra un Estado extranjero, tráfico de drogas tóxicas y abuso en el cargo, en la que se sancionó a la pena de muerte por fusilamiento a los ciudadanos Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio de la Guardia Font y Amado Bruno Padrón Trujillo. Autour de cet homme vieilli, brisé, le monde se défait. Violeta Chamorro, une grande bourgeoise, bat les sandinistes du Nicaragua, des marxistes comme Fidel, mais qui, eux, pour la première fois, se soumettaient à des élections. Alina Fernandez, un ancien mannequin, le seul des enfants illégitimes de Fidel qui soit connu de la population cubaine, s'enfuit à l'étranger. Cuba sombre dans la crise économique. En 30 ans, le pays n'a rien acquis. Il ne peut survivre à la disparition de l'aide en provenance de l'Union soviétique. La vie s'organise autour de carnets de rationnement, puisque les bateaux venant des pays de l'Est sont chaque jour plus rares. Désormais, on refait les calculs. Cuba, en vendant son sucre au prix fort à l'Union soviétique, recevait chaque année l'équivalent de 5 milliards de dollars, soit 500 $ par habitant et par an. Une rente pour un pays qui ne payait pas non plus ses armes. Maintenant,
Fidel commande une armée devenue un peloton dérisoire. Il n'échappe pas à l'humiliation suprême, installer aux côtés du peso cubain à l'effigie de José Martí, le billet montrant George Washington. En 1993, afin de lutter contre la crise, il fait du dollar une monnaie légale à Cuba. Fidel quitte autant le camp communiste que sa propre vie. Il se rend une troisième fois dans le monde occidental, en Espagne, afin de découvrir la masure de Galice où son père est né il y a plus d'un siècle. Il retrouve ses origines en embrassant les cousins Castro restés au pays. Lassé, fatigué au point de se faire masser le doigt pour disputer une partie de domino, il a acquis l'effroyable privilège d'assister à la destruction de son œuvre. Anachronique, indestructible, il devient l'un de ces patriarches qui survivent à l'époque qu'ils entendaient façonner par leur vie. Cogían camino